Le chancelier allemand Olaf Scholz est en Ukraine. Lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, il a promis une nouvelle aide d'un montant de 650 millions d'euros. Les manifestations se sont poursuivies pour la 4e nuit consécutive en Géorgie, suite à la décision du gouvernement de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne. La Belgique est le premier pays au monde à garantir aux travailleurs et travailleuses du sexe un statut. La prostitution est désormais régie par un contrat de travail. Face à l'offensive éclair des rebelles, Bachar al-Assad peut compter sur le soutien de Téhéran. Il a rencontré le chef de la diplomatie iranienne ce dimanche à Damas. Avant de quitter la Maison-Blanche, Joe Biden accorde une grâce présidentielle à son fils empêtré dans des ennuis avec la justice. Pour se justifier, le président américain évoque une erreur judiciaire. Olaf Scholz est en visite en Ukraine, sa première depuis près de 2 ans et demi. Accueilli dans un premier temps à la gare de Kiev, il a ensuite rencontré le président Zelensky. Le chancelier allemand a promis à ce pays déchiré par près de 3 ans de guerre un programme d'aide supplémentaire d'un montant de 650 millions d'euros, alors que les attaques russes s'intensifient depuis quelques semaines. L'approche du dirigeant allemand à l'égard de l'Ukraine a fait l'objet de critiques, principalement en raison de son refus d'envoyer des missiles de croisière de type Taurus à Kiev, ce dernier estimant que cela risquerait d'impliquer directement l'Allemagne dans le conflit. Le chancelier allemand s'est attiré d'autres critiques en novembre après avoir eu un entretien au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, un appel qui, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a sapé les efforts internationaux visant à isoler la Russie. Cette visite intervient juste avant les élections allemandes anticipées prévues en février. Dans le cadre de sa campagne, Olaf Scholz a rappelé que son pays était le 2e fournisseur d'armes à l'Ukraine dans sa guerre contre Moscou. Les manifestations se sont poursuivies pour la 4e nuit consécutive en Géorgie, suite à la décision du gouvernement de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Selon les autorités, au moins 43 personnes ont été hospitalisées à la suite d'affrontements violents entre la police et les manifestants. Le Premier ministre géorgien Irakli Kobakidze a appelé au respect de la loi dans le pays. მინდა ყველას მოუწოდოს მშვიდისა და კანონის დაცვისკენ. ყველას შევახსენებ, რომ ნებისმიერ სამართალდარღვევას კანონის მთელი სიმკაცრით გაეცემა პასუხი. პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევიან ვერც ის პოლიტიკოსები, რომლებიც თვითონ ოფისებში იმალებიან და მათი ძალადობრივი დაჯგუფებების წევრებს მძიმე საშელისთვის წირავენ. Les troubles ont commencé il y a 4 jours, lorsque le gouvernement, dirigé par le parti populiste Rêve géorgien, a annoncé qu'il suspendait les négociations d'adhésion à l'Union européenne, jusqu'en 2028 au moins. Cette annonce faisait suite à une résolution du Parlement européen, mettant en doute la légitimité des élections législatives du 26 octobre, qui ont vu la victoire de Rêve géorgien. L'UE a accordé à la Géorgie le statut de pays candidat en décembre 2023. Mais Bruxelles a suspendu ce processus au début de l'année, après l'adoption par Tbilissi d'une loi controversée sur l'influence étrangère, largement considérée comme une atteinte à la démocratie. Entre-temps, Irakli Kobakidze a déclaré que la présidente Salomé Zourabichvili devait quitter son poste à la fin de son mandat, au plus tard ce mois-ci. La chef d'État pro-UE a toutefois promis de rester pour soutenir les manifestants et affirme que le gouvernement illégitime n'a pas le pouvoir de choisir son successeur. The elections that led to this parliament and then to the government are not legitimate. They are not recognized by anyone. They have not been recognized by the Georgian population in the first place. They have not been recognized by the political forces in the country. Salomé Zourabichvili affirme par ailleurs que la Russie a mené ce qu'elle qualifie de guerre électorale contre la Géorgie, comme elle l'aurait fait lors des récentes élections en Roumanie et en Moldavie. Ces résultats ont précipité sa chute. Carlos Tavares a démissionné dans un contexte de dégringolade des ventes de véhicules électriques. Le PDG de Stellantis quitte son poste après avoir exercé ses fonctions pendant 4 ans sans avoir réussi à faire face à l'âpreté de la concurrence chinoise. Passé l'euphorie des chiffres records grâce à des coûts serrés et à des prix de vente élevés, la méthode s'est tarie et l'automne s'est avéré brutal pour l'ensemble des constructeurs automobiles, à l'instar de Volkswagen en proie à une grève ce lundi et dont plusieurs sites sont menacés. Les travailleurs de Volkswagen ont lancé des grèves tournantes de 2 heures dans les usines à travers l'Allemagne pour protester contre les réductions de salaire et les fermetures d'usines annoncées récemment par le constructeur automobile. Liv Stroud, correspondante d'Euronews, se trouve à Wolfsburg, au siège de Volkswagen. The sound of whistles and cries ring out across Wolfsburg, home to Germany's Volkswagen headquarters.
Tens of thousands of VW workers across Germany have joined warning strikes on Monday morning after the company and unions failed to reach an agreement. The company plans to close at least 3 plants, slash tens of thousands of jobs, and cut pay by 10%. It blames the crisis on the troubled economy, rising wages, a lack of raw materials, and a slow transition to electric vehicles. With snap elections coming up in February and the car industry very much the backbone of the German economy, it seems more than likely that Germany is going to vote for a change in leadership. Liv Stroud in Wolfsburg for Euronews. La prostitution fait son entrée dans le droit du travail belge. La Belgique est le premier pays au monde à faire signer des contrats de travail aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. La nouvelle législation garantit par ailleurs aux prostituées le droit de refuser des clients ou d'abréger un rendez-vous à tout moment. Ik vind dan de voordelen van de nieuwe wet nu zijn dat je gemakkelijker leningen kunt aangaan bij de bank, naar verzekeringen toe ook gemakkelijker kunt verkrijgen en dan het pensioen ook, dat ook voor ons beter gaat zijn. En als je ziek bent ook, dat wij dan ook onze uitkering kunnen krijgen. L'objectif du législateur est de mettre un terme aux abus et à l'exploitation dans la prostitution. Les travailleurs et travailleuses du sexe bénéficient désormais de l'assurance maladie, des congés payés, du chômage et des allocations liées à la maternité. Mijn grootste angst is eigenlijk dat de dames sneller gaan thuis zijn, dus sneller afwezigheid gaan melden, terwijl ze eigenlijk niet echt iets hebben. Dat weten we natuurlijk niet, kunnen we nooit niet zeggen. Ik weet dat in alle sectoren gebeurt, ik weet dat. Maar ik hoop dat dat hier niet het geval gaat zijn. Ja, dat hoop ik. La législation belge fixe également des règles en matière de temps de travail, de rémunération et de mesures de sécurité. Alors que le régime de Bachar al-Assad est en pleine tourmente, c'est une visite de soutien qu'a effectuée dimanche le chef de la diplomatie iranienne à Damas. Au cours de ce déplacement, Abbas Araghchi a rencontré le président syrien qui, pour la première fois depuis la prise d'Alep, est apparu devant les caméras. Téhéran a assuré vouloir aider Damas face à cette percée des rebelles. Abbas Araghchi est également attendu à Ankara pour rencontrer son homologue turc. Pour contrer la percée des rebelles, Bachar al-Assad peut compter sur le soutien de l'Iran, mais également de la Russie qui a fait part de son inquiétude. Une inquiétude que partage l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie face à la situation des civils. We are at a very critical situation with the latest offensive from the rebels. We have seen a renewal of the civil war, and of course this is first and foremost has a negative impact on the civilian population. Menée depuis moins d'une semaine, cette offensive a fait plus de 400 morts et des dizaines de blessés selon une ONG locale. 8 ans après avoir été chassés d'Alep, les rebelles ont pris le contrôle de la deuxième ville du pays ainsi que d'autres localités dans les régions de Latakia ou de Hama. Partis d'Idleb, ils ont mené avec le soutien de la Turquie et l'aide du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham une offensive éclair qui a chassé l'armée syrienne. Avant de quitter la Maison-Blanche, Joe Biden accorde un dernier pardon présidentiel. Mais pas à n'importe qui, l'heureux bénéficiaire n'est autre qu'un membre de sa famille. C'est par ce communiqué publié dimanche soir que le président américain a annoncé la grâce qu'il accordait à son fils cadet âgé de 54 ans. Ancien avocat et homme d'affaires reconverti dans la peinture, Hunter Biden, qui avait été reconnu coupable de fraude fiscale et de détention illégale d'armes à feu, attendait de connaître sa peine dans ces deux affaires. Pour justifier sa décision, Joe Biden évoque un procès politique et dénonce une erreur judiciaire. Il avait pourtant à plusieurs reprises exclu de gracier son fils, qui risquait jusqu'à 25 ans de prison. Sa décision, qui risque de relancer le débat sur l'indépendance de la justice, n'est pas totalement inédite. Avant lui, Bill Clinton avait gracié son demi-frère condamné pour possession de cocaïne et Donald Trump a gracié le père de son gendre condamné pour fraude fiscale. Mais dans les deux cas, ces hommes avaient déjà purgé leur peine de prison, contrairement au fils de Joe Biden. C'est un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles qui a débuté ce week-end au Maroc, le festival du film de Marrakech. 70 films en provenance d'une trentaine de pays seront présentés dans le cadre de cette 21e édition, dont Luca Guadagnino présidera le jury.
I want to see cinema that provokes me. I want to see cinema that doesn't try to be tidy. I want to see cinema that is taking big risks. I want to see cinema that can be not perfect, but alive, I would say. I don't want to see the cinema of the three act. And I don't want to see the cinema, or I don't want to champion the cinema that somehow puts me in the same place where I was before seeing it. Patricia Arquette compte bien se laisser surprendre. I think just integrity, truth, a creative vision, moving performances, interesting storytelling, or simple storytelling. You never know, but you know when a movie really grabs you and it teaches you something. L'occasion pour Tim Burton de découvrir des talents émergents. It's always nice to feel the vibe of new things, and so, I live in a bubble in England or America, and I see things, but when you're working, you don't really see that much. You kind of go into your own sort of hermetically sealed world. So it's like coming to something like this, you get a bit more of a sense and learn a bit more, so that's why I'm here. 14 longs métrages sont en compétition pour décrocher l'étoile d'or, dont une large majorité de premiers films.